Recharger son VE sera bientôt plus rapide qu'un plein d'essence. Enfin, aussi rapide. En vrai, même si c'est genre plus lent de 3-4 minutes, c'est pas grave. Même si c'est 10 minutes, d'ici 80%, 10 minutes, c'est déjà énorme comme performance, quoi. Récemment, BYD et Zeekr ont présenté des bornes capables de livrer une puissance maximale de 1 MW par point de charge, ce qui fait 1000 kW, établissant de nouveaux records dans le domaine de la mobilité électrique. Ces bornes reposent sur un système de refroidissement liquide complet indispensable pour évacuer la chaleur générée par des intensités aussi élevées. Avec une telle puissance, il devient théoriquement possible d'ajouter plusieurs centaines de kilomètres d'autonomie en moins de 5 minutes, des temps de charge équivalents à ceux d'un plein d'essence. Pour comparer, une puissance de 1 MW permettrait d'ajouter environ 2 km d'autonomie par seconde à un véhicule compatible. Je me rappelle qu'il y a quelques années, l'objectif était de faire 1 km seconde. Bah là, ce serait 2 du coup. C'est 2 fois plus rapide, quoi. Cette nouvelle génération de chargeurs s'inscrit dans une progression rapide observée. Ces dernières années, les stations de recharge sont passées de puissance de 360 à 600 kW puis 800, et désormais au-delà. C'est pallier, ouvre la voie à une véritable recharge éclair, à condition que les véhicules soient conçus pour encaisser de telles puissances, car à ce jour, aucun modèle de série n'est capable de recevoir 1 MW. Si, les poids lourds, quoi. Pas les voitures. Les poids lourds avec des énormes batteries, qui peuvent encaisser donc 1 MW. Parce que c'est sûr qu'une batterie de 800 kWh, 1 MW, ça va pas la flinguer, en fait. Par contre, une batterie de 70-80, tu lui fous 1 MW dans la tronche, c'est un 10, 12C même. C'est ingérable. C'est pas tenable, en vrai. Toutefois, les constructeurs préparent activement des plateformes compatibles intégrant notamment les batteries à haute capacité de charge et des systèmes de gestion thermique avancés. Parallèlement, le déploiement d'infrastructures adaptées s'accélère. Des réseaux comptant plusieurs milliers de bornes ultra puissantes sont en cours d'installation, avec des premières mises en service attendues dans les mois à venir. Bon, il faudra que les infrastructures soient compatibles, il faudra que les véhicules soient compatibles, et je pense que ces bornes ultra rapides vont coûter plus cher que celles à 350. Donc il faudra les payer aussi, ces bornes. Et surtout s'il y a des dégradations, les assurances vont être chères, je pense, à mon avis, de ces bornes. Donc t'en trouveras pas partout, ces trucs-là. Hein. Putain, moi, ça y est, on a encore vu, là. Moi j'ai encore vu sur les réseaux des câbles des bornes comme ça coupés. Mais franchement, mais laissez le courant, laissez un minimum de courant transiter dans le câble, en fait. Qui se fasse électrocuter, quoi. Ah putain, quel kiff ça serait. De voir les voleurs de câbles électrocutés, là, comme ça. Leurs cadavres gisant près des bornes. Ah, ça les calmerait, je vous le dis. Hein. J'espère qu'un jour, quelqu'un fera ça, un opérateur de borne. Je sais pas si c'est techniquement possible, mais je pense que si, quand même. Ça doit être réalisable. Hein. Ah, le karma qui se prendrait électrocuté, là. Bref. Je disgasse un peu, mais bon. Parce que c'est vrai que c'est pénible. Quand tu arrives à une borne, le câble est sectionné. Tu peux pas te recharger. C'est même pas précisé, en plus, spécialement. Donc, il faut que tu trouves une autre borne. C'est infernal. C'est infernal. Donc, vraiment, faut faire quelque chose. Si c'est pas ça, faut trouver autre chose. Mais quoi, ça, je ne sais point. En tout cas, hâte de voir ces bornes ultra puissantes en marche. Et surtout, hâte de voir les véhicules qui seront compatibles. Pour l'instant, ils se comptent sur le doigt d'une main. Un vent de panique souffle sur le secteur de l'énergie solaire. Selon une alerte publiée par plusieurs spécialistes en cybersécurité, plus de 35 000 dispositifs de gestion d'installations photovoltaïques à travers le monde présenteraient des failles de sécurité. C'est le cabinet autrichien Cybernadube. Parmi les matériels concernés, on retrouve notamment des onduleurs et des passerelles de marque SolarLog, utilisés aussi par des particuliers, et aussi par des pros, du coup. Ces vulnérabilités permettent une attaque à distance de prendre le contrôle des équipements sans avoir besoin d'authentification. Les faits en question sont de type Zero Day, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas connues du fabricant avant leur divulgation. En exploitant ces brèches, un pirate pourrait non seulement perturber le fonctionnement de l'installation, mais aussi accéder à des informations sensibles, détourner la production d'électricité ou saboter les échanges avec le réseau. Ok, c'est pas très réjouissant. Ce qui inquiète tout particulièrement les experts, c'est le volume de systèmes exposés et leur rôle croissant dans l'équilibre énergétique. Avec l'essor de consommation des smart grids, de nombreux foyers et entreprises s'appuient sur ces dispositifs pour gérer la production, le stockage et la distribution d'électricité verte. Une attaque coordonnée pourrait donc avoir un impact bien plus large, une simple panne isolée. Contactée par plusieurs médias, la société SolarLog a reconnu l'existence de failles et affirme travailler activement à la publication de correctifs. En attendant, les utilisateurs sont invités à désactiver l'accès à distance de leur passerelle, à vérifier la version de leur firmware et à surveiller tout comportement normal de leur installation solaire. Bon, après, faut pas tomber dans la paranoïa non plus. Le clampin du coin, il va pas se faire pirater, quoi. Enfin, à la limite, ce qu'il pourrait craindre, oui, c'est les fermes solaires, peut-être. Ça craint plus. Mais monsieur Martin, qui habite en banlieue parisienne avec sa ferme solaire, enfin ses 3 panneaux solaires, je veux dire, il va pas être piraté, lui. Hein. Il n'y a pas une ferme solaire, justement. Certains experts recommandent même de déconnecter provisoirement les dispositifs du réseau Internet, en particulier s'ils sont accessibles publiquement via une adresse IP.
On ignore en France le nombre exact de foyers concernés, mais le matériel SolarLog est bien présent sur le marché. J'en ai pas, moi, de SolarLog, je connaissais même pas cette marque, pour être honnête, donc j'en ai pas. De toute façon, j'ai des micros onduleurs qui peuvent être connectés au Wi-Fi, mais je les ai pas paramétrés. Donc j'ai pas fait ça, donc j'ai des prises connectées, mais j'ai pas paramétré mes micros onduleurs qui sont censés marcher en Wi-Fi. Donc ouais, j'ai eu un peu la flemme de le faire, j'avoue. J'aurais peut-être dû le faire, mais bon. Au final, bon, je sais pas. Pas sûr que ça impacte grand monde au final, cette histoire. Et vous, est-ce que vous avez de l'équipement SolarLog? Dites-moi en commentaire. Honda dévoile une voiture électrique citadine. Oh, en juillet, Honda lèvera le voile sur un concept d'une petite citadine électrique. Ah bah ça c'est une surprise. Bon, par contre ça a l'air assez carré hein, quand même. Donc c'est le segment A, celui de Twingo. La marque le décrit ainsi comme conçu pour démontrer qu'un modèle du segment A peut aussi offrir un réel plaisir de conduite, même en électrique. Alors, ouais, même en électrique, j'aime bien. Ça veut dire qu'il n'y a aucun plaisir de conduite d'habitude en électrique, quoi. Ils sous-entendent ça en fait. Alors que c'est faux, mais bon. Les Super EV ne perd rien de l'exceptionnelle fonctionnalité propre à Honda. L'annonce est accompagnée de la photo d'un prototype qui roule déjà au Royaume-Uni. On y voit une silhouette cubique qui évoque des K-Cars, des ailes gonflées autour des roues rejetées dans les coins et des optiques Honda. On s'étonne donc de voir Honda déjà revenir à la charge sur le marché des citadines électriques, surtout vu le flop de la Honda E. On n'en sait pas davantage sur cette Super EV, laissant encore planer le doute sur une commercialisation, mais le camouflage très léger montre une voiture très proche de l'actuelle d'un modèle de série. Honda va toutefois devoir apprendre des erreurs de la E, clairement plombée par une autonomie rikiki et un prix délirant. Eh oui, eh oui, si encore l'autonomie avait suivi, ça aurait pu justifier le prix délirant. Mais elle était trop high-tech, je dirais, ce qui faisait augmenter le prix. Et l'autonomie ne suivait pas, la batterie trop petite. Elle aurait mérité 50 kWh de batterie ou 45, quoi. Et pas 33, quoi. Ça aurait déjà fait presque 100 km de plus, 45, ça aurait été mieux. Elle aurait été à 310, 320 au lieu de 220, quoi. Bah après, j'ai vu, il y en a d'occasion à 14, 15 000. Ça décode pas tant que ça, en vrai. Son côté high-tech, je pense que ça joue, quoi. Voilà, voilà, affaire à suivre hein, pour cette Honda Super EV. Je suppose que ce sera le nom définitif, on verra. Hâte de voir. La CGT l'accuse de fuir. Tu n'es qu'un lâche, Lucas Demeo, déclare la CGT. Et la CGT dénonce une fuite en avant au moment où ses premiers effets de sa stratégie se font sentir. Un nouvel épisode qui illustre une fois de plus la fracture persistante entre une gouvernance tournée vers la performance financière et les représentants du personnel inquiets pour l'avenir industriel et social du constructeur. Ce n'est pas aux salariés de payer les errements d'une direction qui prend la fuite au moment des comptes. Dans les faits, Demeo a bien décidé de quitter Renault. Le constructeur automobile a officialisé la démarche. Donc il va partir à mi-juillet. Ça on l'avait vu. C'est officiel, il prendra la tête du groupe Kering. Donc ça a été officialisé. C'est une décision personnelle, je ne prends pas la fuite, écrit-il. Bien positionné, Renault est bien positionné pour le prochain chapitre. Un discours qui ne convainc pas tout le monde. Pour la CGT et Renault, ce départ sonne comme une fuite en avant au pire moment. Le syndicat dénonce un abandon en pleine concrétisation de la stratégie Renaulution. Bah alors je dirais que il part au sommet en fait. C'est pas forcément une fuite, du coup. S'il avait laissé le groupe dans la merde, je dis pas à la limite ouais ça aurait été scandaleux. Mais on peut pas lui reprocher d'avoir laissé le groupe dans la merde. Enfin je veux dire, il a posé des bonnes bases, non? Je sais pas ce que vous en pensez, mais certains l'insultent dans les commentaires, j'ai vu là, mais calmez-vous quoi. Enfin, qu'est-ce qu'il a fait de mal en fait? Vous croyez que c'était mieux, Ghosn? Franchement? Moi je trouve qu'il a pas fait trop de merde hein, avec Renault. Hein. Ça va, après on peut l'accuser d'avoir, oui, fait du Red Nero Retro sans vraiment innover, mais bon. En vrai, bon, c'est pas une si mauvaise idée, je trouve, d'avoir fait ça. Même si la Renault 5, bon, elle est un peu chère quand même, faut avouer. Dans un communiqué virulent, la CGT fustige des choix industriels aux conséquences lourdes, risque de délocalisation vers l'Espagne et la Chine, recul de la production française, fragilisation de la filière électrique. La promesse d'un renouveau fondé sur l'électrique Made in France semble déjà s'éroder. L'ingénierie française est elle aussi en ligne de mire. Des projets majeurs comme la future Twingo électrique sont désormais développés hors de l'Hexagone. Ouais, ça je suis d'accord, c'est un peu dommage. Arrivé en 2020, alors que Renault accusait des pertes historiques, Demeo aura pourtant redressé les comptes et relancé l'image du groupe avec des modèles comme la R5. Les syndicats qui semblent aujourd'hui regretter son départ ont d'ailleurs cessé de fustiger ses méthodes tout au long de sa gouvernance, ou comment idolâtrer celui qu'on a voulu brûler. Mais la constance n'a jamais été un marqueur fort de la lutte sociale, il faut l'avouer. Il reste que son départ tombe au moment où la stratégie doit produire ses premiers résultats concrets, ce qui interroge jusque dans les rangs du conseil d'administration. Ben ouais, c'est vrai. Après, à voir qui ils vont mettre à sa place. Bon, vous pensez qu'il a fait de la merde pour Renault, ou est-ce que son départ est bénéfique, ou est-ce que c'est dommage? Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse.